Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du docteur Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, je reçois Anne Lucas. C'est un plaisir, Anne. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir pour ce second podcast. C'est tout le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Donc, je rappelle à nos auditeurs que Anne Lucas est docteur en pharmacie, spécialiste en médecine fonctionnelle et en santé métabolique. Elle est à la fois thérapeute et enseignante. Et forte de cette spécialité, elle a choisi de nous parler d'un thème extrêmement intéressant, la masse musculaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi ce choix et quelle est l'importance de cette masse musculaire? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a quelques années, je ne m'intéressais pas particulièrement à la masse musculaire et c'est vrai que je partais du principe que pour traiter un trouble métabolique, on était sur la loi un petit peu 80-20, tout se passait dans l'assiette et pas tant finalement dans la salle de sport. Bon, j'ai complètement révisé ma copie avec toutes les études que j'ai pu découvrir ces dernières années et donc je me suis rendu compte à quel point la santé musculaire était intimement liée à la santé métabolique et à la santé de manière générale. On considère même la masse musculaire comme un véritable organe métabolique. Tout à fait. On a longtemps pensé que c'était juste un organe de soutien, un tissu de soutien, mais finalement c'est un véritable organe métabolique, donc qui est capable notamment extrêmement important, c'est comme ça que moi je m'y suis intéressée, dans la régulation, dans l'homéostasie du métabolisme énergétique, notamment des lipides et des glucides, d'où l'intérêt en santé métabolique, et également que le muscle est capable de sécréter des myokines, des petites molécules qui vont pouvoir aller avoir des actions à distance. On a parlé dernièrement, enfin il y a quelques années déjà, mais d'une molécule qui s'appelle l'irisine, qui est produite lorsque l'on active son muscle. Et cette irisine est capable d'aller stimuler la production de BDNF au niveau du système nerveux central. Donc voilà pourquoi l'activité physique de résistance est extrêmement intéressante dans les troubles anxio-dépressifs. C'est génial. On a vu donc que la masse musculaire était un organe métabolique à part entière. C'est important aussi dans ce contexte cardio-métabolique, métabolique, de faire le lien et d'expliquer le lien entre l'insulinorésistance et l'importance de la masse musculaire, comment l'insulinorésistance peut être un facteur délétère pour maintenir cette masse musculaire. Et inversement d'ailleurs. Donc revenons au mécanisme physiopathologique. L'insulinorésistance, quel est le plus grand driver d'insulinorésistance? C'est l'insuline elle-même. Donc l'insuline, quand elle est sécrétée de manière trop importante, trop longtemps. Donc on va parler d'hyperinsulinisme chronique. Qui est le plus grand pourvoyeur d'hyperinsulinisme chronique? La consommation inadaptée de glucides, qui va élever la glycémie. Donc, tout acteur qui va permettre de limiter ces élévations chroniques de la glycémie vont permettre de lutter contre cette insulinorésistance. Et le muscle est le plus grand capteur de glucides. Donc, si j'ai une bonne masse musculaire, je vais capter une bonne partie du glucose pour l'utiliser à des fins énergétiques et je vais donc permettre notamment d'éviter ces variations importantes de glycémie en activant tout simplement la voie qu'on connaît avec l'AKT, PI3K AKT, où on va avoir l'exocytose des GLUT4 et on va donc permettre au glucose de rentrer dans le muscle. Donc ça, c'est une voie qui est dépendante de l'insuline. Et il y a une seconde voie qui est indépendante de l'insuline, qui va faire intervenir l'AMPK, où on va avoir, quand je pratique une activité musculaire, quand je contracte mon muscle, je vais pouvoir, indépendamment de la sécrétion d'insuline, donc c'est super intéressant quand quelqu'un est insulinorésistant, pouvoir également faire rentrer le glucose dans le muscle, donc pouvoir travailler sur cette insulinorésistance. Donc plus j'ai de la masse musculaire,
plus je vais pouvoir réverser par ces deux voies métaboliques l'insulinorésistance. Donc, santé musculaire et santé métabolique vont vraiment de pair. Via l'insulinorésistance. C'est passionnant et c'est vrai que ça ouvre aussi une nouvelle façon d'aborder la prise en charge intégrative des patients, puisqu'en prenant soin de cette masse musculaire, en fait, on va pouvoir améliorer plein de fonctions différentes. Concrètement, Anne, la masse musculaire, évaluer la qualité de la masse musculaire, c'est un indice qui est prédictif de l'espérance de vie. Comment est-ce que tu t'y prends, toi, dans ta pratique pour essayer d'évaluer à la fois qualitativement et quantitativement cette masse musculaire? Alors, idéalement, il faudrait pouvoir avoir accès à de l'imagerie. On n'est pas tous munis d'EXA dans nos cabinets. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Neuilly pendant un certain nombre d'années et dans ce centre, il y avait la possibilité de faire des DEXA. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a sans doute de plus intéressant pour pouvoir évaluer sans qu'il y ait trop d'exposition tout de même aux rayons les différents compartiments, la masse musculaire, notamment également la masse grasse et cette notion de graisse viscérale. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le gold standard, on pourrait dire, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir ce type d'appareillage. Donc on pourrait citer l'impédance-métrie, mais c'est vrai que voilà, il faut s'assurer que ça soit des appareils de bonne qualité avec voilà des normes cohérentes. Et puis on peut évaluer aussi la notion de masse musculaire et de force musculaire, de fonctionnalité musculaire avec tout simplement un dynamomètre et on va pouvoir faire des exercices. Ça s'appelle en anglais on dit hand grip test, le test du grip, assez facile à faire en cabinet pour le coup. Ça demande peu d'appareillage. D'accord. Et est-ce que toi c'est quelque chose que tu pratiques? Différence homme-femme, est-ce que c'est significatif? Est-ce que ça permet vraiment d'évaluer Alors la femme est naturellement physiologiquement faite pour avoir une masse grasse plus importante. D'ailleurs, quand la femme a un taux de masse grasse plus bas, c'est détecté au niveau central et il y a un impact énorme sur la santé hormonale sexuelle avec des troubles du cycle, voire une aménorrhée. Donc attention à vouloir trop diminuer la masse grasse chez la femme, le juste équilibre. Alors une fois qu'on a fait cette évaluation et qu'on a éventuellement décelé que la masse musculaire n'était pas suffisante, quels sont les leviers en micronutrition qu'on peut proposer aux thérapeutes justement pour essayer de soutenir cette masse musculaire et de la renforcer? Ouais. Alors au niveau physiologique, dans les voies, pour faire ce qu'on appelle la muscle protéine synthèse, donc la synthèse de masse protéique, il faut pouvoir activer une voie qui s'appelle mTOR, et notamment le complexe qui s'appelle mTORC1. Et pour pouvoir activer ce complexe, on a, on va dire, deux signalings vraiment très puissants. Le premier, ça va être l'apport d'acides aminés, l'apport de protéines, on va dire. Mais dans ces protéines, l'acide aminé qui est le plus puissant activateur de cette voie mTOR, c'est la leucine. Donc, dans nos stratégies nutritionnelles, on va recommander soit la consommation de protéines qui sont riches en leucine, soit directement d'avoir une supplémentation en leucine ou en protéines en poudre éventuellement, tout dépendra du contexte. Donc ça c'est le number one, les protéines, et le number two, ça va être de vraiment développer son muscle. Donc le signaling, un des signalings les plus puissants, ça va être de faire de l'exercice dit de résistance. Donc ne faut pas avoir peur, mesdames, d'aller soulever de la fonte dans les salles de sport. Ouais, c'est important parce que parfois c'est un petit peu connoté entre guillemets en musculation. Alors qu'en fait, ça va avoir un impact sur la santé métabolique et sur le bien-être global forcément par conséquence. Donc c'est important de réintégrer ça aussi dans la pratique de l'activité physique. C'est très important parce que lorsque un patient présente un trouble métabolique et qu'on reste sur cette fameuse théorie SICO, on se dit il faut que j'augmente mes dépenses énergétiques. Que voit-on faire à la salle de sport ces personnes? On les voit pas faire de la musculation. On les voit sur des appareils cardio à basse intensité. Et ils vont passer 45 minutes, 1 heure à faire du tapis, à faire du step. Et ce n'est pas du tout l'exercice le plus adapté pour développer la masse musculaire
Et on sait que plus on va avoir une masse musculaire importante, plus on va avoir une tolérance au glucose qui va être importante, puisque le muscle, c'est quand même l'organe qui va capter le glucose, une grande partie du glucose en postprandial, au moins 75-80%. Et que donc, plus j'ai une masse musculaire importante, plus je suis capable de capter ce glucose. Donc, moins j'ai d'hyperglycémie chronique postprandiale. Donc, moins j'ai besoin de sécréter d'insuline. Donc, c'est un excellent moyen de réverser l'insulinorésistance. Donc, la santé musculaire et la santé métabolique, c'est deux choses qui vont vraiment de pair. Tout à l'heure, on a parlé des femmes qui hésitaient à faire des exercices en résistance. C'est important aussi d'aborder la problématique de la masse musculaire autour de la préménopause, de la ménopause, qui est vraiment une période charnière pour les femmes, qui sont souvent un peu perdues, voire déstabilisées à cette période. Pourquoi est-ce si important dans cette phase de la vie des femmes de soutenir la masse musculaire ? Alors en fait, pendant cette période de la périménopause, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent quand on parle de masse musculaire et d'hormones sexuelles, on va tout de suite penser aux androgènes. On va penser à la testostérone, on va penser à la DHEA, mais chez la femme, les œstrogènes jouent aussi un rôle important dans la santé musculaire et dans l'anabolisme musculaire, et ont également un impact sur l'inflammation. Donc effectivement, pendant cette période de la périménopause, qui commence très tôt, mine de rien, 35, 38 ans, et ça va pas aller en s'arrangeant vers 50 ans avec la ménopause. Cette chute des œstrogènes va vraiment impacter très négativement la masse musculaire, et on aura également une augmentation de la masse grasse avec une prise de masse grasse au niveau central. Donc on parle aujourd'hui même du syndrome métabolique de la ménopause. Donc tout est fait pour que la femme perde de la masse saine, prennent de la masse grasse, et ça va être donc primordial pour limiter le plus possible le risque d'installation d'un trouble métabolique, d'une insulinorésistance, de venir rééquilibrer les hormones. Je crois qu'il va falloir réhabiliter les traitements, qu'ils soient naturels à base de phyto ou les traitements à base d'hormones bioidentiques chez la femme, puisque ça passera par cette optimisation de l'équilibre hormonal sexuel. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, venir renforcer encore plus le signaling d'mTOR, puisque en périménopause, ménopause, on a un mécanisme qui se met en place qui s'appelle la résistance anabolique, c'est-à-dire que cette voie mTOR qui fonctionnait normalement avec une activité physique de type résistance et avec un apport en leucine, elle fonctionne un peu moins bien. Donc il va falloir non pas diminuer les apports en protéines, mais plutôt les augmenter, et il va falloir plutôt également augmenter un petit peu la charge, le volume d'entraînement. Donc vraiment important. Est-ce que tu aurais une recommandation très pratico-pratique justement pour ces femmes en préménopause, ménopause, sur une journée en fait, comment répartir leur activité physique, quel type d'activité physique, parce qu'en fait c'est important d'avoir des infos concrètes même pour nos thérapeutes, pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'elles puissent dire à leurs patientes voilà, c'est comme ça que vous pourriez procéder pour essayer de limiter l'installation de ce syndrome métabolique de la ménopause. De la ménopause. Alors, je suis pas coach sportif, bien sûr, mais bon, de ce que j'ai pu voir dans les études, et donc, c'est toujours pareil, si on comprend les mécanismes physiologiques qui sous-tendent notre fonctionnement, on est capable de mettre en place des recommandations. Donc, je dirais, bien évidemment, ça va être d'arrêter, ou en tout cas si on a peu de temps, de privilégier l'activité physique de résistance plutôt que du cardio. Donc, si vous avez 2 heures par semaine, vous irez 2 fois par semaine faire 1 heure de renforcement musculaire. Alors bien évidemment, tout dépend du niveau. On peut commencer au poids du corps et puis progressivement utiliser des haltères. On a tendance à dire que pour vraiment stimuler donc la MPS, la synthèse de protéines, il va falloir aller jusqu'à l'échec musculaire. Donc quand on va mettre en place nos exercices, imaginons que je vais faire des squats, je vais faire 3 séries. Pour la femme, on va dire entre 8 et 12 squats. Je peux peut-être commencer au poids du corps, mais si je suis capable d'en faire 15 au lieu d'en faire 12, il va falloir que j'augmente le poids. Normalement, ma dernière répétition, c'est l'échec musculaire. Je ne serais pas capable d'en faire une autre. Donc, ça serait vraiment d'aller au moins 2 à 3 fois par semaine à la salle de sport pour pouvoir vraiment faire des exercices qui vont stimuler votre synthèse protéique. Donc, soulever, il ne faut pas avoir peur de prendre des charges. Vous n'allez pas vous transformer en Arnold Schwarzenegger, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, d'avoir des apports protéiques adaptés, bien entendu. Si vous n'augmentez pas vos apports en protéines, vous n'arriverez pas à construire ou au moins à préserver votre masse musculaire. Donc, ces apports en protéines, il est important d'avoir la bonne quantité, la bonne qualité et également la bonne répartition.
Ça, c'est vraiment une notion qui est essentielle. Donc, si on parle un petit peu de pratico-pratique, autour de l'activité physique, il sera vraiment intéressant d'avoir cet apport en protéines. Donc, souvent, on dit qu'il y a une fenêtre anabolique juste après la séance de sport. Chez la femme, elle est un petit peu plus courte que chez l'homme. Donc, on va dire dans l'heure qui suit, il va falloir apporter ces protéines. Et on en a parlé, notamment des protéines qui vont être riches en leucine, puisque c'est le plus puissant activateur de la voie mTOR. Ouais, c'est vraiment intéressant aussi que les personnes sachent exactement quand prendre et comment répartir justement cet apport protéique. Alors, c'est très intéressant justement cette problématique liée à la ménopause. Il y a une autre problématique différente d'actualité aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. On voit beaucoup de détournements de l'utilisation des agonistes GLP-1 qui sont utilisés en dehors des conditions recommandées par l'AMM. Et on sait que cette utilisation va avoir des conséquences très dommageables pour la santé musculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer par quel mécanisme et pourquoi c'est vraiment pas la bonne solution? Effectivement, c'est vrai qu'avec le semaglutide et tous les analogues GLP-1 et les résultats, il faut le dire, on a des résultats significatifs sur la perte de poids. Mais encore faut-il rappeler qu'est-ce qu'une perte de poids saine? Une perte de poids saine, c'est dans ma perte de poids, je perds principalement de la masse grasse et je préserve le plus possible ma masse musculaire. Ce n'est absolument pas les résultats qu'on a aujourd'hui avec les analogues GLP-1, en tout cas s'ils ne sont pas bien accompagnés. Si on va donner des recommandations adaptées, on va pouvoir limiter ce phénomène. Mais la plupart du temps, c'est comme les chirurgies bariatriques. Voilà, les patients sont laissés comme ça et du coup, effectivement, ils se retrouvent avec des effets qui ne sont pas intéressants puisque la grande majorité de la masse qui sera perdue sera de la masse musculaire qui sera très difficile de reconstruire par la suite. C'est-à-dire que je vais être enchaînée à vie à ce traitement parce que dès que je vais l'arrêter, lorsque je vais reprendre du poids, et c'est pas de la masse maigre que je vais reprendre, c'est de la masse grasse. Donc ça, c'est une première problématique. Et qu'est-ce qui explique qu'on perd de la masse musculaire? Tout simplement puisque un des mécanismes d'action des analogues GLP-1 à forte dose, finalement, c'est l'effet coupe-faim, donc au niveau central. Et deuxièmement, le ralentissement de la motilité intestinale, donc de la vidange gastrique. Donc finalement, ces patients, ils n'ont jamais faim. Ils ont tout le temps la nausée, ils n'ont jamais faim. Et donc, c'est le cocktail idéal. Alors, je n'ai pas faim. Du coup, je ne mange pas de protéines, donc je suis vraiment un peu en mode famine. Donc là, je vais vraiment fonctionner sur un mode physiopathologique. Je vais utiliser mon muscle, je vais dégrader mon muscle. Ce qu'on essaye vraiment de limiter le plus possible si on veut une perte de poids saine. Donc, c'est très problématique. C'est vraiment problématique. Très problématique, en effet. Et cette perte importante de la masse musculaire, ça nous amène à une autre réflexion, une réflexion autour de la sarcopénie, qui est certainement encore méconnue ou pas suffisamment connue par les thérapeutes et par certains médecins non plus. C'est un des éléments clés pour vieillir en bonne santé, de maintenir cette masse musculaire. Et la sarcopénie va contre ça. Est-ce que tu peux... dans ta pratique, toi, comment tu essayes d'évaluer ou comment tu détectes la sarcopénie? Comment ça se passe? Ok, je voulais juste revenir sur un point parce que je pense que c'est vraiment essentiel pour les personnes qui nous regardent. Donc, si vous avez un patient qui est sous analogue GLP-1, ça va être difficile de lui enlever. Donc, l'idée serait quand même peut-être de lui apporter les recommandations qui vont limiter la perte de masse musculaire. On en revient toujours à la même chose. Il ne va pas avoir faim, donc il va falloir vraiment prioriser les protéines dans l'assiette et lui demander: vous commencez par manger votre protéine animale pour essayer le plus possible d'avoir cet apport et à côté, l'encourager à faire de l'exercice musculaire de résistance. Pour répondre maintenant à ta question sur la sarcopénie, donc effectivement, la sarcopénie, c'est un des fléaux de notre siècle. Donc, il s'agit en fait de la perte de masse musculaire, de masse saine, de masse maigre avec l'âge. Donc, et on va retrouver une augmentation du risque de chute, de fracture, une augmentation de la perte d'autonomie et une augmentation de la morbimortalité toute cause. Donc, c'est vraiment important de lutter contre cette sarcopénie et de mettre en place, encore une fois, les recommandations adaptées. Mais on voit aujourd'hui nos seniors ne mangent pas de protéines. Et comme on a diabolisé les protéines et que notamment on a dit que les protéines c'est extrêmement délétère pour la fonction rénale, on a tendance à proposer aux seniors de manger moins de protéines, alors que c'est tout à fait l'inverse. Chez eux, comme chez la femme en ménopause, on a cette résistance anabolique. Donc il faut encourager, je pense que c'est vraiment
le point clé de cette vidéo, encourager à manger des protéines et manger des protéines de bonne qualité, des protéines animales, puisqu'on a le meilleur profil en acides aminés. Elles sont riches en leucine et elles n'ont pas l'inconvénient de certaines protéines végétales qui vont aussi apporter beaucoup de glucides. Donc manger vraiment des protéines animales. Si on n'arrive pas à atteindre, on n'en a pas parlé d'ailleurs, des quantités de protéines animales. Ce serait intéressant justement de les rappeler. Ouais. Alors c'est vrai que dans les recommandations officielles, on est plutôt autour des 0,8 grammes. C'est vraiment très peu. Donc, en santé métabolique, on va plutôt être sur un apport de 1,5 g par kilo de poids santé, puisque si on parle de santé métabolique, on est souvent avec des gens qui font 20, 30, 40, 50 kilos en trop. Donc, poids santé. Et on va pouvoir monter jusqu'à 2 grammes, voire 2,2 grammes par kilo de poids santé, en fonction notamment du niveau d'activité physique. En répartissant la prise, on va dire qu'il y a une saturation qui se met en place, notamment sur mTOR. Donc c'est 30 grammes à peu près par portion. On va pouvoir monter chez l'homme jusqu'à 50 grammes par portion et on va répartir dans la journée, donc 2 à 3 prises, plutôt 3 prises par jour, en s'assurant qu'il y ait suffisamment de leucine dans ces protéines. Donc privilégier les protéines animales, de bonne qualité, donc le bœuf qui a été bien nourri à l'herbe, ça c'est vraiment essentiel. Et bien réparti. Oui. Et tout à l'heure c'était intéressant, tu as parlé d'un certain frein que pouvaient avoir les patients devant une dose de protéines qui leur semblait importante, parce qu'effectivement on a tous entendu que les protéines étaient délétères pour la fonction rénale. Est-ce que tu peux juste nous refaire un petit focus, remettre des idées claires sur cette problématique et voilà, apporter ta caution de thérapeute expert en santé métabolique sur jusque quand on peut donner des doses importantes, quand est-ce qu'on doit être prudent, quelles sont les situations à risque et surtout quelles sont les situations sans risque pour lesquelles on peut vraiment donner beaucoup de protéines. Alors, encore une fois, j'insiste, ça paraît beaucoup quand on dit 1,5 g à 2,2 g, mais en fait, c'est pas beaucoup. C'est un régime normoprotéiné qui est intéressant pour pouvoir stimuler, encore une fois, la MPS. Donc, c'est pas un régime hyperprotéiné. C'est un régime qui est normoprotéiné. Et dans ces contextes-là, on n'a pas d'impact sur la fonction rénale. Il y a même des études qui ont montré qu'en optimisant l'apport en protéines, on améliorait la fonctionnalité rénale. Donc, vous savez, la première cause d'insuffisance rénale aujourd'hui, c'est pas l'excès de consommation de protéines. C'est quoi? C'est le diabète de type 2. Donc, on est d'accord, on est plutôt sur une problématique de consommation de glucides en excès, plus que sur une problématique de consommation de protéines. Le problème, c'est vraiment les études dont les designs sont pas très bien faits, où on va vraiment mettre en avant, ok, là on avait vraiment beaucoup de protéines, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient d'autre? On est dans un western diet où il y avait plus de 60% des apports en glucides, donc voilà, il y a des biais énormes. Donc qualité de protéines, et puis je dirais que c'est vrai que ça peut paraître beaucoup quand on dit à quelqu'un il va falloir manger 30 grammes de protéines par repas. On peut avoir recours à des protéines en poudre éventuellement pour ceux pour qui ça peut faire beaucoup. Oui, c'est sûr que la complémentation alimentaire, comme son nom l'indique, elle va venir compléter l'alimentation si dans nos assiettes, on n'arrive pas à mettre suffisamment de protéines. L'idée, évidemment, n'étant pas de remplacer l'apport protéique alimentaire par des compléments alimentaires, mais parfois de compléter pour avoir cet apport qui soit vraiment optimisé. Merci beaucoup Anne, c'est vraiment hyper intéressant et certainement un sujet qui est encore pas très bien connu de nos thérapeutes. Pour conclure, pour les thérapeutes qui ont peut-être découvert cette problématique, dans ta pratique, voilà 3 points essentiels à côté desquels on ne peut pas passer si on veut prendre en charge cette masse protéique. Ok. Alors moi j'aurais dit garder en tête muscle is medicine. Donc sans muscle, vous pouvez pas vieillir en bonne santé. Donc aujourd'hui on le sait, c'est le taux de masse musculaire, donc la qualité, la fonctionnalité, la quantité de muscle qui va déterminer de la manière la plus prédictive notre bien vieillir, notre espérance de vie en bonne santé. Donc nous en tant que thérapeutes, nous devons mettre en place des protocoles qui vont permettre au moins de maintenir la masse musculaire, voire de la développer. Et pour ça, je reviendrai toujours à ces conseils de base. Prioriser les protéines dans l'assiette, apporter une quantité suffisante de protéines, bien les répartir dans la journée. Ça, c'est une notion aussi qui est importante. Et encourager vos patients à aller soulever de la fonte. Merci beaucoup Anne, c'était passionnant. Toi. Merci à tous pour votre écoute et on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt.